Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Wrestling Football Club, j'espère que vous allez tous très bien. On continue aujourd'hui notre série thématique sur la Coupe du Monde 2026 et aujourd'hui on va parler de l'Albi Céleste. Et oui, c'est au tour de l'Argentine d'être analysé par notre expert foot Monsieur Kik. Comment ça va Monsieur Kik ? Ça va Patrick, ravi de te retrouver aujourd'hui. Comment ça va toi ? Ça va très bien, je suis ravi de parler de l'Argentine, on va débattre un petit peu tous les deux de cette équipe, on va voir si on la considère comme les favoris ou pas. À la tenante du titre, donc elle a privé la France du back-to-back au Qatar en 2022. Alors est-ce que tu penses que l'Argentine peut conserver son titre ? On va voir ça ensemble. Pour comprendre peut-être d'abord l'Argentine de Lionel Messi, il faut retracer quand même un chemin, on va dire, de souffrance, parce que Dieu sait que Messi il a souffert avec l'équipe nationale. En 2014, on se souvient de la finale perdue contre l'Allemagne, avec une prolongation, et avec Messi, tu te souviens de cette image de Messi qui regarde les yeux dans le vide, un Messi seul très dans jeune. Le Maracana, c'est ça. Il regarde au loin. Un petit peu perdu. C'est ça, déçu, exactement. En 2015, on a une finale de Copa América perdue au tir au but contre le Chili. Donc encore pays une hôte. Pays hôte, exactement. En 2016, tu sais ce qui s'est passé ? Pareil, même adversaire, même issue, tir au but, et il a perdu. Et ça va même très loin, puisque en fait, suite à ça, il annonce sa retraite internationale. Alors, tout le monde était choqué à l'époque, tu te souviens de ça ? C'est vrai qu'on l'avait oublié, ça, mais il avait annoncé sa retraite. Et en fait, il revient 2 ans plus tard pour sauver l'Argentine, justement, lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2018 avec un triplé décisif, on s'en souvient. Lors de la dernière journée, c'était contre l'Équateur. Donc, chemin vraiment pavé de beaucoup d'embûches. Et au final, on sait très bien ce que ça a donné en 2018, on s'en souvient. Élimination Oh que oui. en 8e contre la France avec le second poteau Pavard. on s'en souvient. Exactement, et là beaucoup pensent que c'était fini pour Messi avec son Argentine chérie, mais pas du tout. C'était sans compter sur l'arrivée de Lionel Scaloni au poste de sélectionneur. Alors il est nommé, si tu te souviens, en août 2018 comme intérimaire. Il arrive sur la pointe des pieds, sans palmarès de grand entraîneur, sans réputation internationale, et pour autant il a une idée précise de ce qu'il va faire avec l'Argentine. Et en 8 ans, il a transformé l'Argentine en une machine à gagner avec une grosse force collective. Tu vois, il a mis fin à la Messi-dépendance. Il a compris que Messi pouvait pas tout faire tout seul. Et donc il a bâti une culture, il a bâti une mentalité, il a bâti une équipe qui est fondée sur la cohésion, sur la discipline. Et en fait, ils ont une obsession, c'est d'être la meilleure sélection de tous les temps. D'ailleurs, je te le dis, ils sont très optimistes au pays. Ils ont déjà prévu la 4e étoile. Elle est déjà brodée. Ils y vont pour gagner. Ouais, les campagnes de pub sont dithyrambiques, ils y vont pour gagner. Après, on va en parler, mais les chiffres de Scaloni parlent pour lui, parce que quand même, en 94 matchs, c'est 67 victoires, seulement 9 défaites, et ils ont une série de 36 matchs sans perdre. C'est record absolu pour l'Argentine. Ouais, tout à fait, tu fais bien de le dire. Et les titres également, puisqu'il s'est remis à gagner. Ils ont gagné la Copa América en 2021 au Maracana. Humiliation pour le Brésil. Et ils mettent fin à 28 ans sans trophée. Ils gagnent également la Finalissima contre l'Italie avec le champion d'Europe contre le champion des Amériques. Là, ils avaient donné une leçon de football collectif à l'Italie. Ils gagnent la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec cette finale qui est rentrée dans l'histoire, cette finale incroyable. Et puis, il enchaîne avec la Copa América 2024, ce qui confirme une domination durable de l'Argentine sur le continent américain. C'est vrai, tu l'as dit, il a gagné toutes les compétitions auxquelles il a participé. Exactement. Et justement, ça nous amène maintenant aux qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Je trouve que peut-être un des points forts du dossier argentin, en fait, c'est les chiffres pour de qualification, tout simplement, parce que les qualifications sud-américaines, en fait, les chiffres sont présentés comme hors normes. Il y a quand même 38 points en 18 matchs. C'est 9 points d'écart avec le deuxième qui est l'Équateur. Et sache qu'entre le deuxième et le sixième, il y avait seulement un seul point d'écart. Donc il y a quand même un écart. Je me souviens, on l'a vu dans la vidéo contre le Brésil. Oui, exactement. Donc en fait, tout ça fait 12 victoires, 2 nuls, 4 défaites, avec une différence de but à plus 21. Donc clairement, ils ont écrasé la concurrence. On peut peut-être noter une victoire marquante 4-1 contre le Brésil en mars 2025. Et sur les 5 derniers matchs, c'est tout simplement 5 victoires et 16 buts marqués pour un seul encaissé. Ils sont dans une forme incroyable. Et puis si tu veux creuser un petit peu sur les stats, défensivement, c'est 11 clean sheets en 18 matchs. Donc c'est 0,6 buts encaissés par match. Et c'est seulement 1,4 cartons jaunes par match. C'est un signe de maîtrise défensive, ce qui n'a pas toujours été le cas de l'Argentine. Oui, non. Il y a une possession de balle à 64% en moyenne, ce qui révèle une équipe qui contrôle le match et qui endort ses adversaires. Et offensivement, c'est 1,7 buts par match, avec seulement 2,2 expected goals par match. En fait, ça indique une efficacité redoutable. Ils sont très efficaces. Et sur les
31 buts marqués, il y en a 3 qui sont marqués hors du jeu. Un coup franc direct et 2 coups de pied arrêtés. Sinon, c'est des buts dans le jeu, ce qui révèle une équipe qui marque par la technique et pas par les coups de pied arrêtés. C'est pas Arsenal, quoi. Non, ils marquent dans le jeu, ils sont vraiment très bons, ils sont dominateurs. Ouais, c'est vrai. Donc pour le coup, tout ça mis bout à bout, ça fait qu'ils sont très facilement qualifiés pour le mondial. Et justement, on va en parler du mondial. Parce que leur groupe, ça aussi, c'est quand même un groupe assez accessible. L'Argentine est dans le groupe J, composé de l'Algérie, de l'Autriche et de la Jordanie. Oui, l'Algérie, ce sera le principal danger de par leur qualité technique. Ouais. Après l'Autriche et la Jordanie, je pense qu'ils vont adopter un bloc défensif assez bas. Donc, globalement, les Argentins dans ce groupe sont assez largement favoris et s'ils sont pas premiers, ce serait quand même déjà une première déception. Oui, c'est vrai, je suis complètement d'accord. On va pouvoir passer au portrait détaillé de l'effectif. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, alors Scaloni, il a tendance à jouer en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, parfois même en 4-4-2. D'accord. Donc, globalement, dans les buts, on le connaît, c'est la grosse raclette à chiottes, Emiliano Martinez, je le déteste, qui nous fait chier, c'est vrai ça, qui est rentré dans la tête de ses adversaires. Ses exploits ne sont plus à présenter depuis les tirs au but de 2022 contre la France. Il a également éliminé mon club en Europa League avec Aston Villa. Bref, en défense à gauche, Tagliafico, l'inamovible Tagliafico de Lyon, qui est quand même un bon latéral, légèrement sous-estimé, je pense. Un peu vieillissant. Un peu vieillissant, 33 ans, on en reparlera. Son remplaçant, sinon, c'est un certain Facundo Medina, je sais pas si ça te dit quelque chose. Bah si, bien sûr que si. Ancien Lensois, maintenant Marseillais, mais ancien Lensois. On se raclette à chiottes aussi. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non mais oh! Si, j'avoue. T'es content de l'avoir dans ton équipe, mais t'aimes pas jouer contre lui. Ensuite, en défense centrale, ce sera probablement ceux qui partent avec un peu d'avance, c'est Romero de Tottenham et Otamendi de Benfica. On peut aussi citer Lisandro Martinez qui est sur le banc, qui est peut-être un des meilleurs défenseurs du monde quand il est épargné par les blessures. Celui de Manchester United. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis à droite, Molina de l'Atlético de Madrid, ou sinon second choix Montiel, mais qui est pas du tout au même niveau. Ouais, il y a deux mondes d'écart. Le milieu, qui devient un petit peu plus sérieux. Le milieu, McAllister. Souvent, il joue à 3 milieux avec McAllister, le milieu de Liverpool qui régule, qui équilibre, qui va prendre les bonnes décisions dans les moments un peu tendus. Enzo Fernandez de Chelsea, celui qui casse les lignes et puis qui arrive au tournoi dans une très grande forme. Il fait une belle saison avec Chelsea. Il s'est amélioré, je trouve, depuis 2022. Ouais. Et puis le fameux Rodrigo de Paul, le protecteur de Messi, le gardien de Messi sur le terrain. Donc toi, t'es gentil. Fonction qui est élevée au rang de vocation. Moi, je l'appelle plutôt la babysitter de Messi. Ouais, je sais ce que tu penses. Je pourrais pas le dire sur YouTube parce qu'on va se faire blacklister. Oui. Mais effectivement, il protège Messi à la fois physiquement et aussi il vient le calmer sur le terrain. C'est vraiment le régulateur de Messi sur le terrain. D'ailleurs, il joue à l'Inter Miami avec lui. C'est vrai. Et dans un 4-3-3, Messi en ailier droit, bien sûr, le joueur clé qu'on va réévoquer plus en détail après parce qu'on est obligé de parler de Lionel Messi. Oui. À gauche, Thiago Almada, dans la nouvelle génération. Un peu de jeunesse. Et puis en pointe, t'as deux choix. Soit Julian Alvarez, qui est arrivé au Qatar comme une surprise, mais qui en 2026, pour moi, est un numéro 9 accompli. Il va presser, il va étirer les défenses, il attaque la profondeur. Voilà, c'est une menace permanente, surtout dans les zones qui sont laissées vides, parce que les défenseurs se concentrent souvent sur Lionel Messi. Ouais, c'est vrai. Et puis, sinon, tu as le deuxième choix, Lautaro Martinez. Alors, Lautaro Martinez, c'est une force de la nature. Il a fait une saison incroyable à l'Inter. Il est incroyable depuis une décennie à l'Inter, mais il a un petit peu plus de mal parfois en sélection. Alors, soit l'un, soit l'autre. Je pense que Scaloni va opter pour Alvarez. Je pense qu'il préfère Alvarez, mais c'est vrai que c'est parfois difficile, il met les deux. Moi, c'est vrai que pour ce coup, on n'est pas d'accord parce que moi, je pense qu'il va mettre Lautaro. Je te l'ai dit. J'ai suivi un peu la Liga en tant que fan du Real et du coup, j'ai vu que Alvarez, un peu trop d'inconstance, je trouve, en fait. Donc, il est encore jeune, mais il a gagné en épaisseur quand même en 4 ans. Oui, bien sûr, mais c'est pas encore ça. Comparé à Lautaro, on verra. Et souviens-toi de la belle Coupe du Monde qu'il avait fait d'ailleurs en 2022. C'était la révélation de la Coupe du Monde. C'est pas faux. On verra ce que ça va donner. Maintenant, peut-être. Après, parfois, il joue en 4-4-2 et ouais. Il met Messi à droite, Almada à gauche et il met les deux côte à côte, Alvarez et Martinez en attaque. Ah oui. Et il ne joue qu'avec un double pivot. Il enlève un de ses 3 milieux du coup. Ok. Ça arrive aussi. Pourquoi pas. Peut-être que je te propose de passer aux joueurs sur le banc parce qu'il y a aussi pas mal de choses à dire dessus. Ouais, le joueur à suivre pour moi sur le banc, c'est Nico Paz, milieu offensif gaucher. Superbe saison en Serie A, comme il était prêté par le Real et à tel point que le Real a décidé d'activer la clause de rachat pour le récupérer cette saison. C'est 12 buts, 6 passes décisives en Serie A cette saison avec Com et il a été élu meilleur milieu du championnat. Alors certes, il débutera sûrement remplaçant, mais il pourra permettre peut-être à Messi de souffler, de jouer les fins de match. On peut également penser à Leandro Paredes qui apportera son expérience au milieu. Ouais.
l'ancien du PSG. On peut citer Giovanni Lo Celso et Ezequiel Palacios aussi au milieu. Giuliano Simeone de l'Atlético de Madrid qui apporte un profil physique et technique intéressant, qui fait partie de cette nouvelle génération qui réoxygène l'Argentine. Et puis Barco aussi qui a été appelé pour sa polyvalence. Il peut jouer milieu défensif, il peut jouer central, il peut jouer milieu offensif. Alors, j'étais content de le voir sur la liste. Et on peut noter aussi la présence surprise de Balerdi. C'est une blague ? Donc on parle de Ligue 1. Malgré sa saison plus que moyenne à l'OM, il est appelé. Alors après, il se murmure qu'il est peut-être blessé, donc il y a un monde où il fera pas la Coupe du Monde. C'est ça, pour l'instant, on sait toujours pas. Pas trop, là ça vient de tomber, il serait peut-être out pour la Coupe du Monde. C'est ça. Bon, quand même des remplaçants, sur le papier ça va, il y a du bon, il y a du moins bon, mais il y a quand même du potentiel dans cette équipe. On va en parler, c'est maintenant. Le MVP de cette équipe, c'est Lionel Messi, je pense. C'est la principale force de l'Argentine pour cette Coupe du Monde. Les chiffres de Messi, on va les rappeler, mais je pense que tout le monde les connaît. C'est 8 ballons d'or, c'est plus de 900 buts, 400 passes décisives, une Coupe du Monde et 2 Copa América. C'est stratosphérique. Ouais, c'est vertigineux. C'est tu as Cristiano Ronaldo au Portugal, tu as Lionel Messi à l'Argentine, c'est leur dernière danse. Oui. On va perdre 2 joueurs incroyables, mais voilà, t'as raison de le rappeler, c'est le meilleur buteur de la phase de qualif de l'Argentine avec 8 buts à 37 ans, contre les meilleures sélections du continent, contre le Brésil, contre la Colombie, contre l'Équateur, notamment. Sa saison 2025 en MLS, c'est 29 buts et 19 passes décisives en saison régulière. Et en play-off, puisque Miami a été champion, il met 6 buts et 9 passes D. Il est MVP pour sa 2e saison consécutive. En 2026, il a déjà compilé 4 passes décisives en 11 matchs. En fait, il n'a pas besoin, Messi, c'est le facteur X de l'Argentine. Il n'a pas besoin de dominer 90 minutes. On le voit, il marche pendant la plupart du temps, il fait pas de pressing, il fait pas d'efforts défensifs. Mais Messi, on sait qu'il a besoin d'un seul instant, celui où la défense hésite, celui où si un milieu est mal positionné, si un gardien a calculé trop tard sa sortie, à ce moment-là il frappe et il est encore très décisif. Alors pour moi, tu es obligé de mettre l'Argentine dans les favoris parce qu'elle a ce joueur incroyable qui est Lionel Messi. On l'aime ou on l'aime pas, mais il faut reconnaître une chose, c'est qu'il est incroyable. Oh, ça je suis complètement d'accord. Justement, tu l'as dit, c'est la plus grande force. Alors d'après toi, est-ce que l'Argentine peut le faire ? Est-ce qu'elle peut faire le back-to-back ? Parce qu'il faut quand même savoir que côté bookmaker, l'Argentine est classée 4e favorite derrière l'Espagne, la France et l'Angleterre. Moi, c'est ce que je te parlais. Je pense qu'ils l'ont mis en 4e parce que c'est les tenants du titre, parce que aussi en termes de qualification, ils ont été largement qualifiés. Mais l'état de forme de toutes les équipes, toi, il y a débat d'après toi. On le dit un peu dans toutes nos vidéos. Moi, je mettrais le Portugal un peu plus haut. Ouais, moi aussi. Beaucoup plus haut. Donc, je mettrais peut-être le Portugal devant l'Argentine. Après, on sait que le Brésil est un outsider crédible. Mais oui, c'est pas déconnant. 4e, moi, je l'aurais mis un petit peu plus bas. Alors, je te propose de développer un peu nos arguments pour et contre. Ouais, vas-y. On en discute. Le pour, on l'a dit, elle a totalement dominé les qualifs sud-américaines. On va redire, ils ont une forme récente qui est exceptionnelle, avec le fameux, comme tu me dis, 5 victoires, 16 buts pour et 1 but contre. Surtout, c'est des joueurs qui se connaissent depuis 2022. C'est le collectif le plus rodé du tournoi. Il n'y a quasiment pas de changement par rapport à l'effectif qui a été champion du monde. Les jeunes joueurs de 2022 ont progressé. Je pense à Enzo Fernandez, je pense à Julián Alvarez. Je trouve qu'ils se sont encore améliorés. Ils ont pris plus d'épaisseur. Même Lautaro s'est amélioré. Lautaro s'est amélioré aussi. Ils ont un secteur offensif qui fait encore très peur. Je veux dire, Alvarez et Lautaro Martinez arrivent dans la forme de leur vie. Oui, complètement. On peut songer aux sélectionneurs. Scaloni a remporté toutes les grandes compétitions auxquelles il a participé. C'est un très bon sélectionneur. Il y aura également Messi, toujours décisif malgré son niveau MLS. Une profondeur de banc qui est correcte, excepté la défense, et puis des profils variés. Et ils ont une mentalité de gagnant. Ça, c'est sûr, ils ont une culture du collectif qui est installée depuis 4 ans, donc ils viennent pas pour faire de la figuration. Et puis, je voulais évoquer avec toi aussi, on a regardé un petit peu ensemble, mais l'avantage structurel des nations sud-américaines sur leur continent. C'est-à-dire que quand la Coupe du Monde s'est passée sur le continent américain, excepté l'Allemagne en 2014, sinon, c'est toujours une nation sud-américaine qui a gagné. Ouais, c'est vrai. Ils savent jouer par temps chaud, ils savent jouer par temps humide, ils savent jouer malgré les grands déplacements, les longs déplacements, avec les heures d'avion, les décalages horaires et puis l'altitude. Ça leur fait pas peur. D'ailleurs, Messi et De Paul jouent déjà en MLS, donc ils connaissent les États-Unis. Pour aller un petit peu plus loin, sache que malgré effectivement la petite énigme de 2014, j'ai fait mes recherches. La phase finale du Coupe du Monde 2014, sache qu'en quart de finale, sur les 8 équipes, il y en avait 4 qui étaient d'Amérique du Sud. Donc t'avais la Colombie, le Brésil, l'Argentine et souviens-toi le Costa Rica qui était présent. Ils ont souvent gagné chez eux. Oui. L'Argentine était en finale, elle la perd contre l'Allemagne, mais c'est la seule exception. Sinon, ils ont un avantage quand on joue aux Amériques. Clairement. Et d'ailleurs, t'as cette image assez drôle que tu m'as montrée où les Norvégiens prennent le soleil
sur le terrain d'entraînement. Mais oui. C'est sûr que le climat est différent pour les nations européennes. Il y en a certaines qui vont devoir s'adapter. Il faudra en tenir compte dans nos pronostics. On est complètement d'accord. Après, je te propose de passer aux arguments contre. Et pour moi, le principal, mais qui peut être rédhibitoire pour une victoire finale, c'est leur défense. Leur défense, elle est fragile, à mon sens. Elle est vieillissante. Otamendi, il a 38 ans. Est-ce qu'il va savoir enchaîner les matchs à haute intensité? Tagliafico, il en a 33. Emiliano Martinez, il en a 33. Bon, au gardien, c'est moins important, mais voilà. Romero est trop indiscipliné. 11 cartons jaunes cette saison. C'est Donc, énorme. il va être sujet aux éventuelles suspensions. Et les remplaçants sont pas forcément au niveau des titulaires. Je pense notamment à Montiel ou à Balerdi. Balerdi, on ne sait pas s'il sera là, mais c'est pas le même niveau quand même. Pas du tout. Et pareil pour les joueurs, certains joueurs ne jouent plus dans les grands championnats. On parle souvent de Messi qui a des stats incroyables. Alors beaucoup te diront oui, mais c'est en MLS. C'est pas un championnat majeur, notamment d'un point de vue défensif. C'est un petit retard au niveau défensif. C'est ça. De Paul également, on Oui, peut sa citer babysitter, aussi elle joue pareil. Ouais, sa babysitter, il peut pas le quitter, ils sont obligés d'être à deux. Hein. Et puis Paredes, qui joue à Boca Junior ou Montiel à River Plate. Voilà, c'est plus des championnats majeurs, ils jouent pas la Ligue des Champions chaque année. C'est un petit déficit structurel par rapport aux autres équipes. Moi je suis d'accord parce que c'est quand même ce que tu as dit un petit peu plus haut, l'âge. Je tenais quand même à en revenir parce que vraiment, Otamendi 38 ans, Tagliafico 33 ans. Et Messi 38. Et Messi 38, cité, mais... qui ne va absolument pas défendre, hein, ça c'est vrai. Comment tu vas faire quand tu vas arriver face à l'Espagne, face au Portugal, quand tu vas devoir défendre contre Saka, contre Yamal, contre Leao? Bah franchement, ils vont te mettre dans le vent, hein, franchement. J'ai un peu peur effectivement qu'ils prennent l'eau face aux grandes nations européennes. Sachant qu'en plus, la Coupe du Monde va durer plus longtemps que d'habitude parce que maintenant tu as des 16e de finale, donc c'est-à-dire que tu vas devoir répéter des performances, voilà c'est ça, des très hautes intensités, plus de fois que d'habitude. Donc ça, mis bout à bout, attention. Ils peuvent tirer la langue en fin de compète et c'est vrai qu'on a étudié les attaques de feu en Europe. L'Angleterre, la France, l'Espagne ou le Portugal vont leur poser des problèmes d'un point de vue défensif, c'est certain. Je pense. Et puis il n'y a plus d'effet de surprise, on les attend. Tout le monde les attend. Quand tu es champion du monde, tout le monde veut te battre. Ouais. Donc là, ce sera à eux d'assumer leur statut de favori. On a vécu en 2022. C'est un peu l'idée. Alors après, je voulais t'évoquer pour rigoler, mais éventuellement la malédiction du champion sortant, est-ce que tu y crois encore? Bah non, on l'a brisé cette malédiction l'année dernière. Enfin, il y a la dernière Coupe du Monde. Finale. On a été en finale. Alors certes, on a perdu. Ça s'est joué à pas grand-chose, hein, on s'en souvient, mais ça s'est joué à Randal Kolo Muani qui fait la passe à Mbappé. Hein. On reviendra pas dessus, mais bon. Arrête, je vais chialer. Mais sinon, voilà. Mais non, pour moi, c'est fini. On aurait dû sortir en poule, on l'a fait, ça y est, c'est brisé. Et je pense pas que l'Argentine ne sortira pas des poules. Enfin, au vu de leur groupe et au vu du format de ce mondial, maintenant, il n'y aura plus jamais le meilleur troisième est qualifié. Les 8 meilleurs troisièmes sont qualifiés. Enfin, il n'y a pas un monde où ils sont. Même s'ils se vautrent, ils sont troisièmes. Avant, on a vu l'Italie, l'Allemagne sortir en poule. Je pense que l'Espagne aussi. Je pense qu'on ne verra plus jamais ça. Parce que même si tu te loupes avec 2 ou 3 points, tu vas sortir des poules maintenant. Ouais, je suis d'accord. Donc, ça n'arrivera pas. Donc statistiquement, maintenant, les surprises, c'est peut-être une grande nation qui sortira en 16e. Oui, voilà, c'est ça. Mais une grande nation qui reste acquis en poule, j'y crois pas une seconde, surtout quand t'as la Jordanie et l'Autriche dans ton groupe. Ouais, complètement d'accord. Affaire à suivre. Je pense qu'ils peuvent aller loin, mais je les vois pas gagner personnellement. Au-delà des quarts, je commence à avoir du mal à y croire. Ouais, moi aussi. Je pense qu'ils auront un effectif trop limité pour aller au bout. Eh ben merci, monsieur Kik. Merci à toi, ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Si le contenu vous a plu, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, un petit abonnement. N'hésitez pas à mettre en commentaire jusqu'où vous voyez aller l'Argentine. Et puis on se retrouvera bientôt pour une nouvelle analyse d'une autre équipe favorite du mondial. Et si vous ne savez pas quoi dire dans les commentaires, voici de quoi vous inspirer. Ça va être tout noir. Ta gueule. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.